Pierre Livre, atelier d'écriture. On est toujours dans ce qui s'appelle cycle été 2023 et pourtant au revoir il y a une semaine que l'été est parti et toujours pas pour me justifier mais cette sensation que toute cette masse là qu'on a levée depuis 3 mois justement parce qu'on a fait un petit peu des marches forcées, 2 propositions par semaine, tu lances quelque chose et à peine là c'est pas encore retombé que wham t'appelles autre chose et cette ductilité de la langue. Je crois que c'est ça aussi qui, pour moi, a été une surprise et fait que là, maintenant, cette ductilité, je voudrais qu'on l'entretienne, qu'on aille vraiment jusqu'au moment où on sentira que là, il est temps de synthétiser, de dire qu'est-ce que ça donne. Et si on remet tout ça d'aplomb, c'est qu'est-ce qu'on donne à lire, qu'est-ce qu'on se donne, chacun, chacune, à lire pour soi-même dans l'imprévu, l'inouï de ce qui a surgi là. Et j'ai l'impression donc d'un monde de facettes, et que ces facettes, c'est pas qu'il y a... Parce qu'on m'a dit, mais tu arrêtes quand là? Oui, mais on peut les retourner encore, on peut en appeler à d'autres petits fonctionnements, et ça pour moi c'est le principe même de l'atelier d'écriture. On isole un paramètre, et on le sépare de tous les autres, comme un champ chirurgical, mais j'aime pas du tout cette métaphore. Et on le regarde fonctionner, on le laisse s'amplifier. Et pour moi, le moment où un livre s'arrache de vous-même, c'est moi qui commande, et ce sera ça ma forme, ce sera ça ma singularité, accepte-la ma singularité. Le travail que tu as à faire sur toi, c'est d'apprendre à reconnaître cette singularité, de l'identifier, y compris techniquement. C'est là où ça vient, la technique de l'écriture. C'est pas appliquer une technique pour écrire. C'est là, on s'emmène plus loin que ce qu'on voudrait dans l'écriture. Et ce qu'on rapporte là, qui tremble, qui pèse, qui change de forme quand on le tripote là dans les mains, quels outils sont les nôtres pour l'analyser et comprendre ce qui s'y joue. Et à ce moment-là, on est en train d'apprendre. Et donc là, on a travaillé aussi sur ce lien de l'abstrait, de la relation, avec comment emmener quand même dans ces pages une scénographie visuelle. Ensuite, on a poussé là, ces questions de géographie avec Sandrard, avec Joyce Orman. J'ai proposé qu'est-ce que ça donne là, ce même récit que vous avancez, si vous le voyez à travers une sorte d'outil optique à distance, ou bien que même vous alliez vous promener parmi vos propres scènes, mais en spectateur étranger, avec juste simplement cette part visuelle. Et quand je dis facettes qui sont pour moi encore à explorer, c'est aussi un défi pour moi, c'est-à-dire une question de laboratoire, de recherche, et en arriver là, justement parce qu'on est à plus de 25 propositions, comme on les a redoublées, c'est-à-dire, est-ce que cette question-là, il est temps de la poser? Et de quels outils, de quels appuis tu disposes toi, enfin en tout cas moi qui conduis l'atelier, pour vous dire, là, c'est ça qu'on va explorer. Et cette question était très simple. Elle était tellement simple que pour la régler et prendre la parole là, en tant que proposition, eh ben, c'est fabuleusement difficile. La question, c'est qu'est-ce qui fait la beauté de la langue? Attention, je ne parle pas de la poésie, je parle bien de la narration, du récit en prose, et du côté lyrique de la prose. C'est pas pour emmener tout le monde dans le lyrisme. Simplement, si vous regardez les différents cycles qu'on a fait, faire un livre, outils du roman, on a toujours abordé ça aussi. Plusieurs fois, par exemple, avec Jean-Paul Gou, que je considère comme un grand auteur du contemporain. Et Jean-Paul qui lui-même avait proposé un traité qui s'appelait un traité sur la voix, et un autre qui s'appelait la fabrique du continu, si je ne me trompe pas. Et dans cette fabrique du continu, Jean-Paul renouait avec bien justement ce qui a été un de ses premiers travaux, un essai au château d'Argol de Julien Gracq. Et
Donc Jean-Paul Gou, donc si vous prenez n'importe lequel de ses livres chez Actes Sud, suffit même, je suppose, d'aller se balader sur le site Actes Sud et puis d'aller regarder les extraits là, qui sont donnés à lire, a toujours mis en avant cette façon dont la question lyrique de la langue, à condition d'attraper une détermination suffisamment concrète, faire un livre uniquement sur des escaliers d'immeubles et comment c'est constitué l'art de construire les escaliers, l'histoire de construire les escaliers, l'usage des architectes pour les escaliers, et puis à partir de là tenir un récit avec une archéologie familiale. Et cette question du lyrisme, elle est évidemment présente chez bien d'autres auteurs. Je pense à La mort de Virgile, d'Hermann Broch. Quel livre, quel monument. Je pense aussi à Jacques Abeille, cette trilogie avec le jardin statuaire, Le veilleur du jour, Un homme plein de misère, et l'histoire extrêmement curieuse de cette aventure qui a commencé avec les jardins statuaires, publiée dans une collection ultra contemporaine, texte Flammarion, tombé complètement dans l'oubli, ressuscité ensuite par une maison tout aussi confidentielle, mais cette fois de science-fiction, et puis finalement trouvant petit à petit son chemin, une deuxième réédition, là encore venant du monde de la science-fiction, jusqu'à là maintenant cette existence en folio, et Jacques Abeille est décédé il y a 2 ans, avec, je pense, une grande amertume avoir fait. Et pourquoi ? Parce que, là encore, on s'en est déjà servi. Le travail qu'il fait sur Bordeaux, par exemple, qui devient ville allégorique, symbolique, pour devenir la ville utilisée dans Le veilleur du jour. Et oui, moi je rebrasse toujours un petit peu ces mêmes choses en disant je rebrasse mon jardin parce que là je sais à peu près de quoi je parle. En tout cas, c'est là où moi j'ai ma nécessité d'écrire. Et ce que je vous propose de partager, c'est pas forcément mes exercices, c'est que en vous ancrant là où vous êtes, c'est cette démarche-là d'en repérer ces paramètres hors de son écriture. C'est les paramètres qui vous aident à interpréter votre écriture. Là, bon, on revient à notre proposition. Cette question, donc, elle s'exprime par le lyrisme, la poétique du récit en prose. Pourquoi des gens comme Pierre Michon ou, je sais pas... mais Marie-Hélène Lafont, qu'est-ce qui fait que, ou Annie Ernaux, qu'est-ce qui fait que dans une prose, même pour Annie Ernaux, extrêmement tendue, dépouillée, rigoureuse, les ploucs lui ont assez reproché après son Nobel, il y a quand même cette musique identifiable, ce qui est le cas aussi chez Duras, bien sûr, mais là, et Duras est pas loin. Peut-être que justement, on est dans les 14, à la 15, peut-être qu'on a rendez-vous avec elle. Cette question donc de la poétique de la prose, cette question de comment, dans le récit, et là je reviens à ce qu'on fait là depuis la 13 et la 14, il ne s'agit pas de vous emmener dans un récit qui ne marcherait que sur sa fonction lyrique. C'est interroger aujourd'hui spécifiquement l'instance de la poétique de la prose, interroger aujourd'hui spécifiquement la question du lyrique, là où vous travaillez votre prose, s'arrêter un instant, se dire « je prends une figure là de ce que je suis en train de développer », ou une figure présente dans là ces 25 contributions par lesquelles vous avez une à une passé, et la retraiter, la relire, la réécrire, ou simplement s'en prendre comme appui pour revenir là comme une espèce de strate sous-jacente, mais qui, elle, pendant le temps simplement de ce texte, fonctionnerait de façon uniquement lyrique. Et ça vous va comme transaction ? Je dis bien une transaction. C'est-à-dire, travaillons spécifiquement aujourd'hui la question de la poétique de la prose, la question du lyrisme sur une figure
arrêté du récit, un lieu, une maison, une ville, un trajet, une route, un rêve. Et sur cette question-là, établir un texte, toujours dans le même principe qu'on utilise depuis plusieurs séances. Peut-être il sert simplement d'atelier à côté de votre texte pour amplifier votre singularité de voix et votre détermination à continuer, ou bien tout simplement, il vous aide à constituer ce soubassement par la réécriture, par l'agencement des figures. Là, on est clair. Simplement, on est clair, mais sur quoi? C'est quoi la poétique de la prose? Et je crois que moi, j'ai choisi ma réponse. Ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'est un emboîtement dans ces lettrines de Julien Gracq. Je dirais que c'est le moment où Gracq se sépare de la question de la narration, ce que vous n'avez probablement pas envie de faire. Mais nous, aujourd'hui, c'est l'enjeu. Le rivage des Syrtes, avec sa proximité avec le désert des Tartares de Dino Buzzati, probablement deux œuvres qui surgissent dans le même après-guerre à partir de vécus autobiographiques où là c'est central, avec au milieu un foyer un petit peu pas luminescent, mais une espèce de puits. Au contraire, ce récit des falaises de marbre de Ernst Jünger, qui est né justement donc d'un officier légitimiste, nationaliste, allemand de la Première Guerre mondiale, embarqué malgré lui dans l'aventure hitlérienne. Cette allégorie des falaises de marbre devient l'espèce de moteur sous-jacent, secret, vivant, à la fois du désert des Tartares de Buzzati et du rivage des Syrtes de Julien Gracq. Tentative lyrique, certainement beaucoup plus que celle de Buzzati, c'est pas sur le même... Mais comme ça surgit en même temps, il y a ce refus du Goncourt, il y a ce texte, la littérature à l'estomac, et c'est un moment important, évidemment, du point de vue, nous, de la question du roman, de la question de la prose, mais il y a quelque chose de plus central pour nous. Là, pour ce qui nous concerne chacun dans notre écriture, c'est comment ça le fait reculer de la forme roman avec sa narration. Château d'Argol, Un beau ténébreux, Un balcon en forêt. Quel livre! Là encore, dans Un balcon en forêt, le statut du lyrisme, les traversées de la forêt, l'attente dans le fortin. Il y a une autonomie du lyrisme qui n'est probablement pas dans les précédents, même si, rétrospectivement, on peut l'identifier. Mais ce rétrospectivement est important. Après le rivage des Syrtes, c'est quoi lettrine? C'est ces textes sur les marines, voilà, 12 vues de son balcon, là, de près de Saint-Jean-de-Mont. Là, on a déjà travaillé là-dessus, des voyages. Son premier voyage en Amérique, survoler le Canada avec arrêt Montréal, la première fois qu'il prend l'avion, apparemment, en tout cas qu'il traverse l'Atlantique. Et au tout début, quelque chose qui s'appelle Chemins et rues. Et c'est simplement des textes, et c'est ça qui sera à la fois nouveau dans Julien Gracq, mais qui va déterminer une grande partie de l'œuvre ultérieure, jusqu'à En lisant, en écrivant. Et dès le départ, il y en a plusieurs qui concernent la ville de Nantes. Ça, par exemple, là, je sais pas, non, c'est pas numéroté, c'est des petites étoiles. Là, Nantes, à partir de les années qu'y a passé André Breton. Le passage sur Nantes, moi, qui m'intéresse, Chemins et rues, avec un ancrage parisien extrêmement fort. Il est prof d'histoire-géographie à Paris. Il habite vers la rue de Grenelle. Donc, ce qu'il voit de sa fenêtre, ses trajets. Et à partir de là, s'instaure un régime de flashback, c'est pas ça, mais la ville de Caen, par exemple, où pendant la guerre, ça a été son premier poste de professeur, et en même temps assisté au bombardement, tout en justement par l'interdiction de voyager, commençant des explorations de géologie, minéralogie dans les environs immédiats de la ville. Et puis arrive une page sur Nantes, et on n'est pas... Alors c'est bizarre parce que
des fois il y a des numéros de page en haut, et d'autres fois il n'y en a pas. Donc on est à la page 40, en tout cas la page 39 est numérotée, puis ici il n'y en a pas. Ça c'est la joie des vieilles éditions Corti, donc relativement tard dans ce processus. Et cette page, donc c'est vraiment une séquence qui commence et qui s'arrête de façon très nette. C'est un fragment. Nantes, point. Je feuillette un recueil d'anciennes photographies de la ville. Donc il y a ce geste, là, le hasard, arbitraire. Un recueil d'anciennes photographies de la ville. Est-ce que c'est même seulement là dans une librairie de passage quand tu flânes au temps où j'étais pensionnaire au lycée? Tout d'un coup, là, pensionnaire au lycée, retour en arrière. S'il est une ville dont la forme est changée plus vite que le cœur d'un mortel, réminiscence de Baudelaire. J'insiste parce que je vais en reparler. Et par contre, le poème de Baudelaire, la forme d'une ville change hélas plus vite que le cœur d'un mortel, tout de suite ce qu'il y trouve, c'est un autre vers de Baudelaire. Fourmillante cité, cité pleine de rêves. Dans les tableaux parisiens, attention, c'est pas quelque chose qui s'applique à Nantes, mais dans son fourmillante cité, cité pleine de rêves, pour moi, oui, toujours. Et à ce moment-là, le vers de Baudelaire devient la porte qui lui ouvre, la réminiscence de la ville de Nantes. J'ai retrouvé une à une dans mon souvenir les impasses grises où venaient buter les promenades sinistres du jeudi et du dimanche, terrain vague, dépôts de tramway, banlieue hébétée, verdure lépreuse avec vue d'usine. Et là vient une énumération, et c'est ça pour moi, la poétique de la prose. C'est que tout d'un coup, la ville et le concret de Nantes s'ouvrent par la musique de Baudelaire, fourmillante cité, cité pleine de rêves, cité, virgule, cité fourmillante, pleine et de rêves, fourmillante cité, cité pleine de rêves, et ce qui s'ouvre, c'est les promenades sinistres du jeudi et du dimanche, terrain vague, dépôt de tramway, banlieue hébétée, et là, on est dans une poétique. Alors pourquoi j'en parle, c'est que plus tard, donc Gracq continue, et vient ce livre qui, lui, n'est pas un ensemble de fragments, même s'il vient après, si je me souviens bien, en lisant, en écrivant. C'est-à-dire, après en lisant, en écrivant, tu dis, eh bien, je mets sur l'établi uniquement Nantes. Et donc c'est cette page-là des Lettrines 2 qui devient ce livre. Et garde cet emblème pour titre, la forme d'une ville. C'est simplement en élaguant le vers de Baudelaire, on garde que l'hémistiche, la forme d'une ville change. Non, la forme d'une ville. Et simplement, ce qui est très étrange, c'est que le fourmillant de cité, cité pleine de rêves, qui lui ouvre par Baudelaire la ville de Nantes, on ne retrouvera rien là-dedans. On retrouvera Edgar Poe, attention. On retrouvera Jules Verne. On retrouvera beaucoup Rimbaud. Et même dans les passages c'est les 3 passages que j'ai sélectionnés. C'est-à-dire, je vous mets cette page là sur Nantes, de façon à ce que vous voyez le point de départ à distance. Parce que pour moi, c'est là où je vais vous demander de travailler. Non pas de dire, faisons un récit poétique sur les souvenirs de la ville. On n'est pas au bac français. La métaphore est mauvaise. C'est, voici quelque chose qui existe peut-être déjà, là, dans ce que vous avez écrit. Là, un bloc sur Nantes, pas très long. Mais à distance, on le reprend, et cette page est devenue un livre de 200 pages. Dans ce processus d'amplification, nous, on a matière. Ce que je vous demande, c'est de travailler sur la transposition de la page Nantes au livre. Et pour ça, il nous faut des appuis encore. Et dans ce premier passage, qui est juste page 5, dans le tout début du livre, là, où on quitte le prologue pour entrer dans Nantes, vous verrez que l'auteur qui lui ouvre cette poétique, c'est plus Baudelaire, c'est Rimbaud. C'est les illuminations de Rimbaud qui sont des proses, qui sont des phrases proses, qui me reprochent par-dessus tout certains poèmes de Rimbaud comme Ouvrier, guillemets, la ville avec ses fumées et ses bruits de métier nous suivait très loin dans les chemins. C'est-à-dire, au revoir Baudelaire, c'est Rimbaud qui l'aide à écrire.
Par contre, il ne revient pas en amont sur le rôle de Baudelaire dans cette page de lettrine, et justement que Baudelaire, là, c'est il y a Balzac, je vous dis, Jules Verne, Edgar Poe, mais il y a partout Rimbaud, et c'est Rimbaud qui sert de guide et non plus Baudelaire. Récit poétique de la prose, là pour moi ça suffirait maintenant. Et sur quoi je voudrais attirer juste votre attention pour finir, c'est-à-dire c'est bien beau de dire voilà la page sur Nantes, c'est quelque chose que vous pouvez déjà avoir écrit, et maintenant allez chercher et réécrire uniquement selon l'amplification et la question de la poétique de la prose. Ouais, dit comme ça peut suffire. Simplement, Gracq peut nous aider plus. Comment il peut nous aider plus? Parce que lui-même a besoin de ces phrases qui, en début de chaque thème, c'est 2 pages et saut de paragraphe, 2-3 pages, saut de paragraphe, 1 page, saut de paragraphe. Cette atmosphère de dimanche distingué, virgule. C'est-à-dire que c'est une suite. C'est-à-dire si vous avez les trines chez vous, le Pléiade, c'est le tome 2 de Gracq, qui est un monument formidable du point de vue des outils d'écriture, vous pouvez prendre même la suite des incipits de paragraphes. Une seule percée rectiligne traverse sur 4 kilomètres Nantes, presque de bout en bout. C'est une image. Cette image, vous pouvez vous en servir pour écrire votre matière la plus personnelle. Dès le début de la longue descente rectiligne, donc on est vraiment dans de la géographie et du lieu encore. Mais peu d'itinéraires de promenade nous paraissaient rétrospectivement chargés. Vous savez que le rapport de Gracq à Proust est très compliqué. Il y a une espèce de refus de mise à distance, justement pour trouver son propre espace. En même temps, le refus de Gracq et la façon dont il éloigne Proust, il nous désigne des petits rouages de Proust qui sont les plus merveilleux que tous les écrits laudateur, c'est pas notre propos aujourd'hui. Je ne suis jamais retourné non plus à cette suite d'incipit de lettrine 2, le prestige de c'est l'opéra. Pourtant, point d'exclamation tiré des balcons à vite. Pourtant, c'est-à-dire le début de chaque séquence là de la forme d'une ville peut devenir pour vous un point d'accroche pour entrer dans votre propre exploration. Et la première, donc j'ai sélectionné 3 passages, donc la page qui sert d'embryon, et puis 3 passages. Par exemple, là, ce n'est pas ainsi que j'ai habité Nantes. C'est comme par hasard, quand on avait travaillé sur ces incipits négatifs, c'est de Jean-Paul Gou qu'on était parti aussi. Quel bel atelier on avait fait. Relisez-les, repratiquez-les. Si vous êtes même, si nous avez rejoint sur ce cycle, allez voir. C'est dans celui qui s'appelle Faire un livre. Et il y a un livre de Jean-Paul dont tout le début c'est non pas. C'est un des plus beaux ateliers qu'on ait fait collectivement, ce non pas. On reprend ces vieilles traces, d'accord, mais on les reprend autrement. Et c'est page 5, le premier extrait que je vous ai donné. Une ville qui vous reste ainsi longtemps à demi interdite finit par symboliser l'espace même de la liberté. Et je me suis dit en lisant ça que moi c'est par là que je voulais attaquer. À demi interdite. Est-ce que à demi interdite, c'est pas une attaque de thème neuve par rapport à ce que vous avez déjà développé et qui vous permet de le garder dans cette immobilité lyrique? C'est-à-dire de traiter, il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus rien, c'est pas ça qui nous concerne, c'est simplement qu'est-ce qui fait que la langue est belle? Qu'est-ce qui fait que la langue va résonner selon ses propres lois? Eh bien, il suffirait peut-être d'entrebâiller ça, à demi interdite. Et là, vous l'auriez, ce tout petit entrebâillement, là où vous allez laisser venir cette poétique de la prose depuis votre propre domaine. Et là, je pourrais m'en tenir là. Donc, ce à demi interdite,
pour moi, ce serait l'entrée principale pour s'y glisser. Et en tenant bien compte de ce jeu-là, ce qui s'amorce dans les trines et qui devient ici livre de 200 pages. J'ai aussi donc copié cet autre passage pour retrouver cette atmosphère. Ne me faites pas le jeu de mots, gueule d'atmosphère et tout ça, on n'est pas là. Mais tout d'un coup, si on se pose cette question du lyrique et de la poétique de la prose, est-ce que cette question juste d'écrire atmosphère, c'est pas aussi un inducteur qu'on n'a pas essayé encore? Et le troisième, parce que c'est des passages que j'aime bien, parce que c'est mon propre rapport à Nantes, le passage Graal, hein, c'est ce qui reste de cette vieille richesse dans le quartier du théâtre, qui a en même temps tout bouffé de kebab et tout ça, mais il y a une fabuleuse librairie aussi au milieu. Et Nantes est une ville très riche de plein de librairies, même si on a une là en ce moment qui est en train de fermer, et c'est un crève-cœur. Il y a les ponts aussi. Et la pont, quel rapport avec les ponts de Rimbaud. Voilà, c'est ça. Alors juste une dernière chose. Je vous ai dit, moi, l'interrogation, c'est ça que j'ai parlé aussi de Jacques Abeille, elle est sur la poétique de la prose et aujourd'hui, s'autoriser un arrêt sur image, on dit dans le monde cinématographique, et dans cet arrêt, laisser venir un moment lyrique. Que vous l'utilisiez dans la suite de votre récit, et on reste toujours sur ce même principe, et je sais que c'est frustrant, et j'entends bien toutes les réclamations, mais laissons ces parcelles se constituer, disjointes, s'accumuler, jusqu'à ce que leur poids nous emporte. Eh bien, aujourd'hui, ce poids, c'est celui d'une instance lyrique de votre récit. Que ça vous aide à écrire autrement, que ça vous permette d'aller réécrire des scènes autrement, que ça s'enclenche comme un passage, là, tout d'un coup lyrique, au travers de quelque chose qui n'a rien à voir. Ça, c'est votre problème, c'est pas le mien. Mais là, aujourd'hui, on n'est pas au bout des paramètres de l'invention romanesque si on n'a pas passé par cette instance du lyrisme dans la prose. Y compris, justement, dans la contrainte qu'elle a de se dissoudre. Prenez la totalité des bouquins de mon copain Pierre Michon, il n'y a pas de moment qui soit seulement lyrique. Le lyrisme est au service, il est pris dans les serres là, de l'extrêmement concret, les frères Bacrout là, dans Les Vies minuscules. Et pourtant, là, ce début de la Grande Beune, un bar tabac dans un bled de province avec un type qui est envoyé comme un stit remplaçant, c'est lyrique, ça suinte le lyrisme à chaque bout de phrase, à chaque virgule. Vous traversez la Châtre et vous vous arrêtez à un distributeur automatique. Retirez 3 billets. C'était il y a longtemps. C'est ça, Michon. Tu as cette lecture lyrique d'un réel où c'est pourtant des gestes extrêmement archétypes. S'arrêter avec sa voiture, se garer, descendre au distributeur à billets, enclencher sa carte, reprendre avec 300 balles et repartir. Et donc, c'est juste là-dessus que je voulais finir. Moi, dans ce processus et ce chemin, c'est pas les bouquins qui manquent dans la bibliothèque. J'ai beaucoup pensé à Marine Diaye aussi. Moi, j'ai choisi Julien Gracq. Et je vous propose un processus et un exemple depuis Julien Gracq. Je crois que vous vous interrogez sur... Et puis j'ai parlé Hermann Broch, la mort de Virgile, j'ai parlé Jacques Abeille, on a évoqué quelques noms comme Marguerite Duras, mais on va vite revenir à voir. C'est se dire, et vous, c'est quoi pour vous la beauté lyrique de la prose? Qu'est-ce que c'est pour vous que la langue qui chante? À quoi vous tenez en vous-même, dans le souvenir de vos lectures, la totalité de votre bibliothèque, lorsque vous pensez chant, lyrisme, poétique du récit? Et si vous identifiez ça pour vous, alors oubliez Julien Gracq, mais reprenez le dispositif. Le dispositif, lettrine, une page sur Nantes, et puis, 8 ou 10 ans après, 200 pages sur Nantes.